Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bilan de novembre. Alors je sais c'est un peu tard parce qu'on est déjà fin décembre, mais je pense que je tournerai la vidéo de fin décembre dans quelques jours. Donc vous aurez les deux à pas longtemps d'intervalle. Alors en novembre j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Voilà. Il y a quelques achats aussi que je vous présenterai. Ça a plutôt été un bon mois niveau lecture, autant en quantité qu'en qualité. Donc c'était plutôt bien. Un meilleur mois que le mois de décembre, je vous annonce tout de suite en quantité. Alors, on va commencer tout de suite. Donc en fait, j'ai commencé le mois en lisant Psy Changeling. Donc je vous montre ici par exemple les deux tomes. Donc ça c'est le premier, le tome 1, et ça c'est le dernier, c'est le 10, si je ne me trompe pas, voilà le 10. Alors j'avais commencé le mois d'avant, mais comme du coup j'ai enchaîné tous les tomes, je me souviens plus exactement à quel tome j'en étais au début du mois. Je vais en être à peu près au milieu de la saga. Alors je ne vais pas vous parler de tous les tomes. Je ne vais pas vous parler de tous les tomes séparément, parce que ça vaut pas le coup. Et surtout qu'il y en a 10, donc on va pas faire les 10 séparément. Mais en gros c'est une saga que j'ai bien aimée. Donc j'avais le tome 1 dans ma palle depuis un moment. Et je ne le lisais pas parce que je savais avec ce genre de saga que si je commence, j'arrive pas à m'arrêter avant la fin de la saga. Donc je savais que du coup j'allais devoir lire beaucoup. Mais bon, donc j'ai commencé, effectivement j'ai pas pu m'arrêter, donc j'ai enchaîné les 10 tomes. Donc rapidement, l'histoire, donc dans un monde futur, le monde donc est séparé en 3, on va dire, les humains, qui ne servent à rien. Les changelings, donc loup-garou, léopard, lynx, serpent, enfin tout ce que vous voulez, garou, et les psys. Donc les psys, c'est des sortes, on va dire, d'humains, mais avec des pouvoirs psychiques importants, notamment la télépathie, qui leur permet d'être tous reliés par ce qui s'appelle le psynet, une sorte d'internet de l'esprit. Voilà, on peut stocker des informations, on peut parler aux gens dans des salons privés, dans des salons publics, voilà, donc vraiment une sorte d'internet réservé donc aux télépathes, et avec certains pouvoirs en plus de temps en temps, comme la télékinésie, le fait de pouvoir soigner les gens, ou le fait de pouvoir infester les gens avec des virus mentaux, enfin voilà, plein de pouvoirs, dont certains qu'on découvre au fil de la série. C'est de la paranormal romance, donc à chaque tome il y a une fille et un garçon, un psy et un changeling, ou l'inverse, ou un humain, voilà, qui s'aiment pas mais qui s'aiment un peu et qui s'aiment beaucoup, et voilà. Donc voilà l'histoire du couple phare, et pas très original, dans le sens où quand on lit le résumé et qu'on a le nom des deux héros, on sait bien comment ça va finir. Comme dans toutes les romances. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est l'histoire qui se développe aussi au fond de ces romances-là, donc l'histoire de leur monde, et forcément une guerre ou un conflit qui se développe de plus en plus entre les changelings et les psys. Voilà, que généralement les protagonistes essaient d'empêcher, mais voilà. Donc j'aime beaucoup la série, j'ai lu les 10 d'affilée, je lirai les autres quand ils sortiront. Il me semble qu'il y en a encore 2 ou 3 déjà qui sont sortis en VO, qui attendent en sortie VF. Voilà, donc quand ils sortiront en VF, voilà, je pense que je les lirai pas en VO, mais si on sortiront en VF, je les achèterai avec joie. Ensuite, j'ai donc dans le premier achat du mois, j'ai acheté le tome 3 de Deborah Harkness, donc le nœud de la sorcière, le tome 3 du livre perdu des sortilèges. C'est le nom du premier tome, mais je suis pas sûre que ce soit le nom de la série. Voilà, donc je l'ai acheté à sa sortie, et c'est là que je me suis rappelé que j'avais pas totalement fini le tome 2, que j'avais arrêté en cours de route. Donc du coup, une fois que j'ai acheté celui-là, j'ai relu les 3. Ça faisait un moment, je me souvenais pas très bien, et quand j'achète un tome de série, généralement je relis tous ceux d'avant, parce que j'aime bien me souvenir précisément de tout ce qui se passe.
et j'aime bien enchaîner les tomes. Donc du coup j'ai relu donc, le premier, le livre perdu des sortilèges, que j'ai toujours aussi bien aimé, j'avais bien aimé la première fois. Donc rapidement l'histoire, on a Diana qui est une sorcière mais qui ne se sert pas de ses pouvoirs, qui n'a pas envie de s'en servir, qui n'a pas envie de vivre dans ce monde-là, et qui est historienne. Elle étudie l'histoire des sciences et plus particulièrement l'alchimie. Au cours de ses recherches, elle tombe sur un livre, l'Asmol 782, qui a une réaction bizarre, magique quand elle l'ouvre. Et à la suite de ça, il y a plein de créatures qui vont se mettre à la rechercher, dont un vampire qui s'appelle Matthew Clermont, qui est charmant. Et voilà, ils vont ensemble, ils vont essayer de découvrir l'histoire du livre. Et voilà, il y a toute une histoire liée au livre derrière. Et ils vont essayer donc de la découvrir ensemble. Donc le premier tome j'avais beaucoup aimé. Donc ensuite j'ai enchaîné avec donc, le deuxième, L'école de la nuit. Donc les celui que j'avais arrêté en route. Alors c'est pareil, j'aime bien, par contre je trouve qu'il y a un peu beaucoup de personnages pour moi. Donc je peux pas trop vous raconter l'histoire parce que du coup je vais être obligée de spoiler par rapport au premier tome. Mais en gros ils continuent tous les deux leur quête de ce livre là, la quête de Stediana, parce que Stediana et ce qu'est Mathieu Clermont, Mathieu, est lié à l'histoire du livre aussi. Donc voilà, tous les deux ils essayent d'en savoir un peu plus et de continuer leur enquête. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages dans ce livre. Et j'avoue que moi, passer une quinzaine de personnages, je sais plus qui est qui. Et du coup, là, j'avais arrêté parce que je m'étais un peu perdue dans les personnages. Et ça avait coupé un peu mon entrain et mon envie de lire le livre. Là, en le reprenant, ça s'est mieux passé. Et puis en plus, comme j'avais le suivant, du coup, j'avais plus envie de le lire parce que je voulais commencer le suivant. Donc, après celui-là, donc j'ai commencé et fini, donc celui que j'avais acheté, Le nom de la sorcière. Donc c'est pareil, je vous raconte pas l'histoire, mais ils continuent encore leur quête. J'ai bien aimé celui-là. Déjà parce que ça finit bien le livre. C'est sympa aussi pour une fois d'avoir une série effectivement de 3 qui se finit hein, et qui continue pas sur 10, 12, 15, 20 tomes sans jamais se finir. Ça répond bien à toutes les questions qu'on s'était posées. Voilà, donc franchement une bonne série. Je vous la recommande. Alors c'est pas, ça a rien à voir avec les séries de Beatlit ou que je lis d'habitude. C'est plus de la fantasy, même si c'est bien ancré dans notre monde quand même. Mais voilà, ça reste quand même plus dense, un peu plus complexe, mais très intéressant à lire. Et surtout, elle passe du coup une bonne partie de ses recherches dans de vieux livres. Et j'adore les histoires de vieux manuscrits plus ou moins magiques. Et voilà. Et ah oui, ce que j'aimais bien aussi, c'est pareil, je peux pas trop vous en parler pour pas spoiler. Mais Diana se découvre un pouvoir particulier, un peu différent de celui des autres sorcières. Un pouvoir qui, au fil du temps, explique un peu comment s'est créée la magie des sorcières. Et j'ai beaucoup aimé cette particularité de leur monde magique. J'ai trouvé ça très intéressant, bien construit, même si c'est pas forcément quelque chose de jamais vu. Mais voilà, j'ai bien aimé qu'on se penche plus sur la genèse de la magie et sur la genèse aussi donc, des vampires et des démons, qui sont les deux autres types de créatures magiques qui peuplent ce monde. Voilà, il y a aussi, en parallèle de l'enquête sur le livre, sur le pouvoir de Diana, il y a toute une enquête sur la genèse de leur monde, la genèse des créatures, qui est très intéressante. Alors, ensuite, j'ai reçu, donc j'avais acheté sur mon groupe Facebook et lu dans la foulée, Les Radley de Matt Haig. Et je crois que c'est une édition Françoisir. Oui, voilà, si je ne me trompe pas.
Alors, les Radley, l'histoire rapidement. Donc, une famille de banlieue, classique, le père, la mère, le fils, la fille. Sauf que ce sont des vampires. Mais ce sont des vampires végétariens. Dans le sens, bah, ils boivent pas de sang, même pas de sang animal. Ils ont un régime alimentaire tout à fait normal. Et les parents n'ont même pas dit aux enfants qu'ils étaient des vampires. Suite à un incident entre la fille, donc la plus jeune des enfants, et un type qui l'agresse plus ou moins pendant une fête, ils vont se rendre compte qu'ils sont des vampires, les parents vont devoir s'expliquer, ils vont devoir appeler le frère du mari, qui lui est un vrai vampire, suceur de sang et tout, pour les aider à gérer donc, le conflit avec ce problème-là. Voilà, alors l'histoire de départ me plaisait bien. Elle m'a toujours bien plu pendant la lecture. C'est plutôt original et c'était sympa de voir des vampires sous cet angle-là. Ça m'a rappelé un peu un livre que j'avais lu quand j'étais toute petite. C'était un J'aime lire. Donc, vous savez, c'est une collection de livres qui avait des tout petits livres d'une dizaine de pages. C'était sur une famille de vampires. Pareil, donc les roses, c'était le petit vampire. Donc tous les matins, ils buvaient des céréales au sang, des choses comme ça. Et voilà, ils avaient une vie tout à fait normale, à part le fait qu'ils étaient des vampires. Donc du coup, ça m'a rappelé un peu ça. Donc plutôt pas mal. Le seul truc qui m'a un peu gêné, c'est que les chapitres sont très très courts. Quand je dis très très court, il y a des chapitres qui font une page, 2 pages, et pourtant, vous voyez, bon, c'est pas écrit, voilà, c'est pas écrit très petit non plus. Donc voilà, les chapitres sont vraiment très très courts et ça a un peu gêné mon rythme de lecture. Du coup, je me sentais arrêtée à chaque fois que j'étais lancée dans l'histoire. Voilà, donc ça a un peu gêné mon rythme. Sinon, l'écriture était sympa, l'histoire s'est bien déroulée. Elle s'est finie un petit peu facilement quand même, je trouve. Sur la fin, j'aurais aimé qu'ils insistent un peu plus sur la fin. Après, voilà, c'est une histoire qui se passe, je crois, en 3 jours. Donc c'est une histoire assez courte. Voilà, donc c'est pas un coup de cœur, c'est pas un super livre, mais ça m'a fait passer un bon moment. Et voilà, surtout aimer l'originalité de l'histoire. Alors ensuite, j'ai lu donc le dernier livre du mois. Donc Lettre écarlate, le premier tome de Meg Corbin par Anne Bishop aux éditions Milady. Donc je crois qu'il est sorti au mois de novembre, c'était le dernier Milady en Bit-Lit. Alors là j'ai vraiment bien aimé, c'est un très bon livre. L'histoire, rapidement. Meg Corbin, donc c'est une Cassandra Sangré. C'est une humaine, mais quand elle se coupe, quand il y a du sang qui coule, elle a une vision de l'avenir. Donc dans le monde où elle vit, alors c'est pas la Terre, pas celle qu'on connaît, donc c'est plus de la fantaisie dans ce sens-là que de la Bit-Lit. Donc c'est un pays différent, les noms des jours sont différents, enfin voilà. Ça apporte pas grand chose, mais un petit changement en plus. Donc le monde est divisé en 2 groupes, les humains dont Meg fait partie et les terrains indigènes qui sont tout ce qui est vampires, métamorphes bien sûr, et aussi élémentaires. Donc on a été, hiver, eau, air, voilà, qui sont des gens, qui sont des petites filles ou des vieilles femmes selon le moment de l'année où on leur parle. Et ce sont plus ou moins quand même les terrains indigènes qui contrôlent le monde, dans le sens où dans le continent où vit Meg, ce sont eux qui possèdent toutes les terres et qui les louent aux humains pour construire leur ville, pour construire un village. Mais c'est selon leurs règles. Donc au début de l'histoire, Meg s'enfuit du centre où elle vit parce que pour leur bien,
les filles comme elles, ce sont des filles, les Cassandra cendrées, sont enfermées dans des sortes d'hôpitaux où on s'occupe d'elles, où on s'assure qu'elles ne se coupent pas trop, parce que quand une Cassandra cendrée se coupe pour avoir une prophétie, passer un petit moment de douleur, ça lui fait du bien. Et il y a plein de filles apparemment qui seraient mortes en se coupant trop et donc en mourant d'hémorragie. Le problème, c'est que bien sûr ça a dérivé, que maintenant les filles, on les exploite, on paye pour avoir une prophétie. Les gens qui s'en servent exploitent les filles. Il y a même des programmes de reproduction pour continuer à avoir des filles pour s'occuper pour alimenter ces centres. Voilà, donc Med s'échappe. Elle n'a jamais vécu en dehors du centre. Elle n'a jamais eu de contact avec personne. Tout ce qu'elle connaît du monde extérieur, c'est les vidéos ou les images qu'on lui a montrées pour qu'elle puisse parler de ce qu'elle voit dans ses prophéties. Et elle va se réfugier dans l'enclos, qui est l'endroit dans la ville la plus proche où vivent les terrains indigènes. Et elle va être recueillie donc par les terrains indigènes. Pourquoi j'ai bien aimé? Déjà, Meg est super sympa. Elle est complètement paumée dans le monde. Elle n'a jamais vécu dans le monde. Elle ne sait pas faire le ménage. Elle ne sait pas s'habiller. Elle ne sait pas faire cuire des pâtes. Voilà. Mais voilà, pour une fois, parce que ça arrive souvent que les héroïnes de Beat It soient un peu paumées, mais elle, pour une fois, elle a une vraie raison d'être paumée, c'est qu'elle n'a jamais vécu dans le monde, elle a toujours vécu dans un hôpital où tout le monde s'occupait d'elle, lui faisait tout, où personne ne lui a jamais rien demandé, elle n'a jamais pu faire quoi que ce soit. Donc elle a une vraie raison d'être paumée. Donc voilà, c'est touchant de la voir être confrontée au monde réel et réfléchir et savoir comment elle va se débrouiller de toutes ces situations. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le caractère de tous les terrains indigènes qu'on voit à travers plusieurs personnages secondaires et surtout un personnage principal qui est Simon, qui est le chef de l'enclos, qui est un loup-garou. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ils sont pas humains du tout dans leur comportement. Dans tous les livres qu'on lit, les loups-garous, les vampires, c'est des humains un peu plus féroces, un peu plus voilà, avec un peu moins de sentiments des fois, un peu plus brutaux, voilà, mais ça reste quand même pas mal des humains. Là, les loups-garous, elle les décrit même plutôt comme des loups qui, au fil du temps, ont appris à prendre une apparence humaine pour interagir avec les humains, mais c'est pas forcément la forme qu'ils préfèrent et c'est pas forcément leur forme originelle, on va dire. Et effectivement, ils ont un comportement qui n'est pas du tout humain. Notamment, effectivement, moi quand j'avais lu le résumé, donc on parle de Meg, on parle de Simon dans le résumé, donc je me suis dit c'est bon, au bout de 2 pages ils sont amoureux, à la fin du livre ils sont ensemble, c'est bon, ils sont amoureux, c'est des âmes sœurs, tout va bien se passer. Alors que non, il lui faut très longtemps pour admettre simplement le fait qu'il ne va pas la bouffer, ce qui pour lui est déjà beaucoup, mais voilà, il faut déjà beaucoup de temps pour admettre qu'il va essayer de ne pas la bouffer. De là à tomber amoureux d'elle, c'est peut-être pas tout à fait gagné encore. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et l'histoire bien sûr, mais aussi le monde dans lequel elle se place et ce que ça préfigure des tomes qui vont suivre. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais j'ai déjà lu le 2 en VO, parce que du coup j'ai voulu enchaîner. Voilà, l'histoire qui se déroule en fond, c'est que bien sûr on arrive à un moment où les relations entre les terrains indigènes et les humains sont en train de se tendre de plus en plus, où les humains n'acceptent plus la domination des terrains indigènes, veulent s'en débarrasser, simplement les terrains indigènes sont beaucoup plus forts qu'eux. Donc voilà, c'est tout le monde qu'il y a derrière que je trouve très bien construit. Alors j'ai fait des recherches, donc l'auteur Anne Bishop, c'est une auteure qui a écrit avant plusieurs trilogies de fantasy, notamment Les Joyaux Noirs ou quelque chose comme ça je crois. Et ça se sent dans le livre, parce que ça se sent dans la construction de l'univers, dans la construction du background derrière, qui est vraiment très fouillé, très recherché. Voilà, donc c'est vraiment ça que j'ai aimé, les personnages, Med, Simon, Sam, qui est un jeune loup-garou avec plein de problèmes.
mais jeune, très jeune, je sais plus, 6-7 ans, enfin c'est un louveteau que Meg va aider et qui va aider Meg aussi, qui est très très attachant, il est trop mignon, j'ai envie de faire des câlins tout le temps. Voilà, les passages où Meg et Simon ont des conversations, c'est tout simplement super. Parce que elle se laisse pas faire, parce que lui il a un caractère très fort, et voilà. Mais du coup c'est très mignon. Et voilà, et surtout le fait que ça se passe pas aussi facilement que dans beaucoup de livres de ce type, qu'on sent que ça va être très dur, qu'ils construisent, si un jour ils construisent une relation, ça va être très dur. Et voilà. Et l'intégration donc, de Meg dans ce monde-là, qui s'en sort bien. Mais voilà, d'avoir bataillé pour avoir une place, avoir un fort caractère, malgré le fait qu'elle soit paumée la plupart du temps et qu'elle sache pas grand chose. Mais voilà, elle a décidé au début du roman de prendre sa vie en main, et voilà, elle lutte effectivement pour être maître de ses décisions et puis laisser les autres décider d'absolument tout à sa place. Sinon, il me reste à vous présenter les 3 livres que j'ai achetés et pas encore lus. Donc 2 qui font partie d'une commande Amazon et le 3e d'un Amazon d'occasion. Donc les 2, c'est ceux que j'avais achetés en même temps que Lettres écarlates. Donc j'ai acheté Les Amants des Ténèbres, donc paru chez Milady. Donc de Lara Adrian, Larissa Yon, Alexandra Ivy et Darida Jones. Donc qui sont les auteurs de la première, je ne sais plus, de Démonica, je crois. Non, des Vampires de Minuit. Voilà. Larissa Yon, qui est l'auteur de Démonica, Alexandra Ivy, qui est l'auteur des Gardiens d'Éternité, et Darida Jones de le premier tome sur la droite, Charlie Davidson, voilà. Donc ce sont toutes des séries de Beat que j'ai lues, sauf Minuit. Et donc ici ils reprennent, c'est 4, voilà, vraiment c'est 4 nouvelles sur les couples phares de ces séries. Donc voilà, je l'ai trouvé donc chez Milady en fouillant, chez Amazon en fouillant dans les pages, et il m'a tout de suite fait envie. Donc c'est un petit livre sympathique à lire entre 2 bouquins, donc voilà. Ensuite j'ai acheté donc Cat et Bones de Janine Frost, qui est un tome de Chasseuse de la nuit. Alors pareil, ce sont des nouvelles, c'est pas un tome complet. On va dire que ce sont des nouvelles, il me semble qu'il y en a 4 aussi sur Cat et Bones. Voilà, donc j'aime bien Chasseuse de la nuit. Quand je l'ai acheté, j'avais pas encore lu les 2 derniers, que j'ai lu depuis, on en parler dans une vidéo. Mais voilà, du coup ça fait toujours plaisir, des petites nouvelles. Voilà, c'est vrai que les nouvelles, je suis pas forcément fan des nouvelles. Après, cette année, je me suis mis à en lire quelques-unes, notamment dans des recueils, ceux des Imaginales, ou ceux de Sci-Fi, je crois, qui a sorti il me semble que c'est le site qui a sorti des intégrales. Donc voilà, mais là, sachant que c'est des nouvelles sur des personnages que je connais déjà, dans un monde que je connais déjà, ça permet de prolonger un peu le plaisir de la lecture des tomes, donc les Chasseuse de la nuit, donc ça sera toujours sympa. Et ensuite, donc d'occasion, Les filles mortes se ramassent au scalpel de Gudule, qui est aussi donc une intégrale, elle, de plusieurs. Alors c'est plus long que des nouvelles, c'est plus court que des romans, c'est des courts romans. Donc j'avais le tome 1, je cherchais le tome 2 depuis longtemps, mais il n'était plus édité, et tous ceux que je trouvais sur Amazon étaient à 70€. Alors j'aime bien Ludule et les histoires que j'ai lues du premier tome, mais quand même pas assez pour y mettre 70€. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu. Après, effectivement, comme c'est des romans assez courts, je ne suis pas forcée de les lire d'affilée. Ça peut pas se placer entre 2 lectures plus longues, ou voilà. J'aime beaucoup le style de Ludule. Ce sont des histoires plus ou moins fantastiques, quand même, la plupart du temps, et complètement atroces. Et c'est génial. Dans le premier tome que j'ai lu, il y a des petites filles fantômes qui se vengent atrocement de leur meurtrier, des babysitters qui essaient de tuer les enfants qui finissent cramés avec du caramel sur la tête. Enfin bref, voilà, c'est atroce, mais c'est un très bon style, et je trouve, voilà. Alors pas toutes, hein, dans le premier que j'ai lu, je crois qu'il y avait pareil 6 ou 7 livres
Je ne les ai pas forcément tous adorés, mais voilà, ça reste un style très sympa. Sympa non, c'est atroce, mais très sympa à lire. Et voilà, et que j'aime beaucoup, donc je pense que je me ferai aussi plaisir avec celui-là. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour ce bilan de novembre. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. On verra à la fin du montage. Et je vous attends dans la prochaine vidéo. Bye bye!